Voilà le thème de notre nouvelle partie d'émission. En quelques jours, Éric Zemmour puis John Galliano ont eu à répondre de leur liberté de parole. Notre confrère que vous retrouvez tous les samedis soirs sur France 2 est le créateur qui a porté à bout de bras la Maison Dior. Certains veulent en faire des délinquants, d'autres des martyrs. En tout cas, le seuil de tolérance de notre société visiblement évolue. Il concerne aussi les ministres. Et voici le reportage de Julien Dupéret. Brice Hortefeux, alors ministre de l'Intérieur, pensait ironiser avec un jeune militant UMP d'origine maghrébine. Ces mots seront condamnés pour injure raciale. Il en faut toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qui les problèmes. Autre phrase, même conséquence pour Éric Zemmour. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes. C'est comme ça, c'est un fait. La justice, c'est aussi ce qui attend John Galliano. Sous le chapeau du couturier, le poids des mots prononcés à la terrasse de ce café parisien, visiblement sous l'emprise de l'alcool. J'aime Hitler, suivi d'un chapelet d'insultes à caractère antisémite. Galliano, licencié par Dior, mis en examen pour injure raciale. Au tribunal, Éric Zemmour se tait, après en avoir trop dit sur un plateau de télé. Condamné, le chroniqueur en appelle à la liberté d'expression. Face à des associations pour qui, non, on ne peut pas tout dire. La société a évolué et a changé. Le seuil de tolérance n'est plus le même. Une société qui de plus en plus charge la justice d'encadrer la liberté d'expression. Il y a une judiciarisation générale de ce type de propos, on va dire avec une bonne intention, parce que c'est des propos inadmissibles, et en même temps avec de mauvais procédés, puisque ça ne vise pas nécessairement toujours les bonnes personnes, et que les vrais négationnistes, les vrais néo-nazis, elles se gardent bien de s'exposer, et elles continuent à diffuser sur Internet, dans des librairies plus ou moins clandestines, leur propagande. Aujourd'hui, tout dire reste possible, mais pas sans risque. Pour les juges, la parole publique implique autant de droits que de devoirs. Reportage de Julien Dupéret. Voici les invités de ce deuxième débat de mots croisés, toujours en direct bien entendu. Dominique Sopo, président de SOS Racisme. C'est vous qui êtes à l'origine des poursuites contre Éric Zemmour qui ont abouti notamment à sa condamnation le 18 février. Elisabeth Lévy, on vous retrouve tous les vendredis dans Semaine Critique avec François-Olivier Gisbert sur notre chaîne. Vous dirigez par ailleurs le mensuel Causeur et vous vous inquiétez, je cite, de ces commissaires politiques qui prétendent nous faire penser dans les clous. J'ai lu votre éditorial qui revient sur ces questions. Arnaud Klarsfeld, vous êtes aujourd'hui conseiller d'État, mais vous vous exprimez ce soir bien entendu à titre privé. Vous avez été, je le rappelle là aussi, avocat en particulier des parties civiles au procès Papon et Touvier. Et enfin l'humoriste Didier Porte. À la question que nous posons ce soir, a-t-on le droit de tout dire? Vous êtes bien placé pour répondre, puisque vous avez été licencié de France Inter l'an dernier pour en avoir trop dit. Elisabeth Lévy, finalement, est-ce que vous pensez qu'elle existe, la police de la pensée? Alors, permettez-moi juste deux préalables. Ouais. D'abord, je trouve le rapprochement entre Éric Zemmour et Galliano, excusez-moi de l'expression, assez dégueulasse. Bon, le deuxième... Donc vous dites que ça n'est pas comparable. Voilà, le deuxième préalable, c'est que... Mais ce sont les deux derniers éléments d'actualité qui méritent d'être débattus. Hein. Alors, merci de cet éclaircissement. Le deuxième préalable, c'est que j'essaye d'éviter d'utiliser cette grammaire de la bien-pensance, de la pensée unique, du politiquement correct, parce qu'on est toujours le bien-pensant ou le mal-pensant de quelqu'un d'autre. Mais là, je vais quand même répondre à votre question. Oui, je crois qu'il y a une police de la pensée et en plus, malheureusement, dans cette police de la pensée, il n'y a pas de gentils flics. Je veux dire, il n'y a personne qui donne des cigarettes, il n'y a que des gens qui donnent des coups et qui ne cessent de demander l'éviction, alors la mort sociale, évidemment pas la mort physique, de ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. Alors vous allez me dire, je le sais, il y a la loi. Donc ils ont pour eux la loi. Eh bien, je dirais qu'il y a aussi une justice de la pensée. Et je suis d'ailleurs tout à fait frappée, si vous voulez, par la vénération qui entoure soudainement une décision de justice, c'est-à-dire que dès que vous essayez de défendre Zemmour, on vous dit il a été condamné, donc circuler, il n'y a plus rien à voir. Et ça, je trouve ça quand même tout à fait inquiétant, parce que quand je défends la liberté d'Éric Zemmour, je défends la mienne. Et moi, je commence à avoir peur de ce que je dis. Donc vous nous dites, pardonnez-moi, excusez-moi, vous aimeriez éviter de reprendre ce terme que je vous ai suggéré, mais que de fait, vous le constatez actuellement et que ça s'applique notamment à ce qui concerne
concerne Éric Zemmour. Oui, et je voudrais l'illustrer. D'abord, ça s'applique à ce qui concerne Éric Zemmour, ça s'applique, ça se manifeste tous les jours par les piaillements, mais invraisemblables, demandant son éviction. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec lui, donc il faut qu'il disparaisse. Et ces gens, si vous voulez, qui adorent la tolérance, je veux dire, sont absolument intolérants dès qu'on ne pense pas comme eux. Et je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est qu'il y a un terme qui me semble particulièrement illustrer notre situation, c'est-à-dire une situation où les choses, si vous voulez, où on est en train de perdre ce qui quand même devrait faire notre identité collective à tous, c'est-à-dire le goût de l'échange argumenté, y compris de la castagne quand il le faut. L'émission s'appelle Mots croisés, donc sur le papier, ça ne vous plaît pas. Pas ici, mais si vous voulez, dans ce pays, il y a un mot qui me semble terrifiant, c'est le mot dérapage. Parce que dans une société qui fait l'apologie permanente de la transgression. Le dérapage devrait avoir peut-être une petite connotation, sortir de la route, ça devrait être pas si mal vu. Eh bien non, déraper, c'est vous sortez des clous qui ont été indiqués, il faut que vous soyez sur la route qui est tracée. Je veux dire, et je trouve cette concomitance entre ce goût affiché pour la transgression et la subversion, si vous voulez, et la recherche, l'obsession du dérapage, absolument terrifiante. Je finis par une phrase en vous disant que, bien entendu, je ne crois pas qu'on puisse tout dire. Je crois que toute société se définit par ses limites, mais là, elles sont sérieusement en train de se rétrécir. Bon, écoutez, voilà, elle a posé un certain nombre des termes de ce débat. Dominique Sopo, en multipliant les actions en justice, les associations antiracistes sont-elles en train de tuer le débat public ? D'abord, où y a-t-il multiplication des actions en justice? Parce que je suis très étonné que l'on parle de multiplication, alors que si on prend le cas d'Éric Zemmour, ça fait quand même de nombreuses années qu'il est journaliste, c'est la première fois qu'il y a un procès qui a été intenté à son encontre. Ce qui lui fait d'ailleurs parler d'inquisition, qui est une inquisition assez douce, et la police de la pensée que nous sommes, finalement, est assez laxiste. Je tiens à le faire remarquer. Donc il n'y a pas de multiplication des actions. Vous l'avez traîné dans les tribunaux de fait. Oui, et vous demandez son renvoi? Nous, pas du tout. Nous avons absolument pas. Nous avons, en l'occurrence, comment dire, poursuivi toute une série de personnes ces dernières années. Il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'hier. Et donc je ne vois pas en quoi il y aurait cette multiplication qui interdirait aujourd'hui aux gens de débattre. Et d'ailleurs, je tiens à faire remarquer que cette question de la liberté d'expression qui est utilisée de façon abondante lorsque l'on parle d'Éric Zemmour est toujours une liberté d'expression qui est quand même assez particulière, qui est la liberté de pouvoir, finalement, dans le cas d'Éric Zemmour, provoquer à la discrimination raciale, puisque c'est pour ça qu'il a été condamné. Or, dans notre société, il y a quand même toute une série de choses qu'on n'a pas le droit de dire et pour lesquelles on est condamné. On n'a pas le droit de faire l'apologie, par exemple, de la pédophilie à la télévision. On n'a pas le droit d'inciter au meurtre. On n'a pas le droit de diffamer une personne. Je me souviens de l'affaire Baudis. C'est aussi formellement des limites à la liberté d'expression. Est-ce qu'il vous arrive de vous demander si votre action peut être contre-productive, voire générer du rejet? Évidemment que nous nous posons la question. C'est quand on dit oh là là, c'est ridicule, ils en font trop. Et d'ailleurs, regardez, ils font de Zemmour un martyr. Oui. Non mais écoutez, très bien, mais oui. Enfin, on débat de tout. Est-ce que de temps en temps vous dites tout à fait. Non mais tout à fait. Enfin, c'est un martyr assez particulier qui est sur France 2, iTélé, RTL et Le Figaro. Je pense que beaucoup de martyrs aimeraient... Donc je le côtoie au moins dans deux maisons. J'allais dire, beaucoup de martyrs aimeraient à ce point être torturés par l'Inquisition que nous représenterions, soi-disant. Soyons quand même un peu sérieux. Monsieur Zemmour bénéficie d'une très grande liberté d'expression, et j'y suis moi-même très attaché. J'étais moi-même témoin au procès de Charlie Hebdo, en faveur de Charlie Hebdo, pour défendre le droit de la caricature et du blasphème. Donc que l'on ne vienne pas dire qu'il y aurait des personnes qui seraient contre la liberté d'expression et qui traîneraient les gens devant les tribunaux dès lors qu'il y aurait un désaccord ici avec quelque chose d'extrêmement précis. Il y avait pour nous une provocation à la discrimination raciale que la loi réprime fort heureusement, et c'est pour ça qu'Éric Zemmour a d'ailleurs été condamné par le tribunal. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en France une police de la pensée, alors on pourrait dire aussi de droite, et dont vous auriez été victime, vous, à France Inter, Didier Porte? Oui, non, je crois qu'à France Inter, on a eu affaire à Nicolas Sarkozy. Enfin, en tout cas, c'est notre conviction avec. Normalement, c'est un président de droite. C'est dû à sa personnalité avant tout, hein, une personnalité un peu éruptive, interventionniste sur le plan des médias. Donc, à mon avis, c'est pas un cas. Voilà, c'est le cas de Nicolas Sarkozy. Pour nous, le jour où il sera parti, à mon avis, cette police-là aura disparu. Je veux pas généraliser notre. C'est vraiment dû à sa personnalité. Non, moi, je suis frappé.
biaisé par cet argument. C'est-à-dire que moi je trouve qu'on a fait que... Alors, je suis d'accord avec vous, il faut, bien sûr, il faut qu'il y ait des lois, les lois sont là pour protéger les plus faibles, c'est évident, mais en attaquant Zemmour, vous en avez fait un martyr de la liberté d'expression bafouée, c'est quand même extraordinaire. Excusez-moi, je ne pense pas que c'est nous qui avons fait connaître Éric Zemmour à la France entière. On est quand même pas. Je ne pense pas qu'on ait fait sa promotion. Non, mais alors par contre, moi ce que je pense, c'est ceux qui auraient mérité d'être traînés devant les tribunaux, c'est les députés UMP qui l'ont reçu et acclamé à l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'Assemblée nationale. Eux, effectivement, auraient mérité d'être fondement légal. Ils ont pas Zemmour, pas Zemmour. Non, mais n'ont pas le droit de recevoir les Zemmour, les députés UMP, c'est extraordinaire. Attendez, les députés UMP. Mais c'est comme si je vous fais le procès demain d'intervenir à la fête de l'humain. Ils ont fait une profession de foi raciste et excusez-moi, vous lisez les propos d'Éric Zemmour quand il dit à son interlocutrice les races existent, la preuve vous êtes noir, je suis blanc, c'est du racialisme pur et simple. C'est sur le plan scientifique, ça a autant de validité que le créationnisme des Américains ou des choses comme ça. On sait très bien. Donc voilà, c'est quand même un discours raciste en permanence et il a été sanctifié par les élus de la République dans l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon. Moi, c'est ça qui me choque. C'est eux que j'ai envie de traiter. Donc c'est pas seulement Zemmour, c'est ceux qui parlent à Zemmour. Zemmour, je veux le laisser parler. Zemmour, à la limite, je trouve ça normal. C'est dans le cadre du débat public et de l'échange d'idées. Oui, enfin, sous ma responsabilité, oui. D'accord. Alors, Arnaud Klarsfeld, est-ce que c'était à un tribunal de dire ce qu'Éric Zemmour a le droit de dire ou de penser, ou est-ce qu'il faut tout simplement lui porter la contradiction dans le débat public? Dominique Sopo l'a bien exprimé. Il y a eu un discours qui était un discours d'incitation à la discrimination, alors qu'on est dans un pays où les Noirs et les Arabes ont du mal à trouver du travail. Il dit: ne vous sentez pas coupable, si vous engagez pas quelqu'un parce qu'il est noir ou arabe, parce qu'il est noir ou arabe, vous en avez le droit. Bon, c'est une incitation, disons, à la discrimination à l'embauche. C'est ce qui fait la cohésion sociale d'une société, c'est-à-dire l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est donc une atteinte à cette déclaration, c'est une atteinte à ce qui est plus sacré en France. Ce qu'il a dit. Bon, il peut le dire, mais il peut être aussi condamné. Et la France est vraiment un pays où on peut s'exprimer vraiment librement. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Porte. Attendez, est-ce que vous trouvez normal qu'il puisse le dire et est-ce que vous trouvez normal qu'il puisse être condamné? Je trouve normal qu'il puisse être condamné. Mais ce qui m'a choqué, c'est que pas les députés UMP, mais une partie des députés UNP, une trentaine de députés, le président était présent, dont le secrétaire général, applaudissent Éric Zemmour, qui était venu demander l'abolition des lois permettant de poursuivre quelqu'un qui prononce des discours de discrimination. Demandant aussi l'abrogation des lois mémorielles, demandant l'abrogation des lois permettant de poursuivre le racisme ou l'antisémitisme, qu'une partie des députés, applaudissent à un tel discours, c'est à mon avis quelque chose qui est inédit depuis les années 30. Donc il y a une partie des députés UMP qui essayent, comme on voit dans les films, de pousser Nicolas Sarkozy du côté obscur de la force. Je vais vous le dire autrement, Arnaud Klarsfeld. Il y a une partie des députés UMP qui trouve normal qu'il puisse s'exprimer tel qu'il l'a fait, et il y a une partie des Français qui nous écoutent ce soir qui n'ont pas été choqués quand ils l'ont entendu dire que les prisons étaient pleines de Noirs et d'Arabes. Ouais, c'est peut-être vrai que les prisons... Et après on peut dire je condamne ces propos, mais c'est encore j'entends bien, mais je le cite à escient. Sans cette phrase-là, il n'y aurait pas eu de procès. Il n'aurait pas été traîné en justice pour l'autre. Non, l'autre est éminemment condamnable. Mais toute immigration entraîne, dans tous les pays, on l'a vu, quand les immigrations sont pauvres, c'est pas s'il y avait une vague d'immigration de banquiers suisses, il y aurait une vague de délinquance, sans doute, à la bourse ou dans les escroqueries financières. Mais toutes les vagues d'immigration, aux États-Unis, les Anglais, les Irlandais qui sont arrivés, étaient tous, enfin, pour beaucoup, des voyous quand ils sont arrivés, 20 ans plus tard, ils étaient tous des policiers. C'est-à-dire, c'est un manque de tact de dire ils sont noirs et arabes, ils sont en prison. Il faut
expliquer, faire de la pédagogie. Et la pédagogie, c'est plus difficile à faire que... Vous venez quand même de nous dire qu'on pouvait dire des choses désagréables sur les Irlandais pendant les 20 premières années. C'est quand même étrange comme argument. Oui, et alors par exemple, en Israël, il y a eu une vague d'immigration marocaine, ils étaient marocains les délinquants, maintenant c'est les Russes. Donc au début, quand les gens arrivent, quand ils sont pauvres, il y a une partie d'entre eux qui deviennent délinquants. Mais là où il a été condamné, il a été condamné. Ce que vous dites est juste une chose, je vous le fais remarquer, mais ce que vous dites est honteux pour ceux qui ne le sont pas et qui sont eux aussi primo-arrivants. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais je dis une partie. Mais lui a généralisé, d'abord pour tous, et deux, a incité les patrons, dans un pays où les Noirs et les Arabes ont du mal à s'intégrer, à leur dire, surtout, ne vous sentez pas coupable, vous n'aimez pas les Noirs et les Arabes, vous n'avez pas à les embaucher. Alors, ça, c'est grave, parce que ça met en cause la cohésion sociale. Dominique Sopo, Elisabeth Lévy, et après je voudrais qu'on parle quand même du cas Galliano. Mais, alors, je tiens juste à faire remarquer que Éric Zemmour, contrairement à ce qu'il a essayé de faire croire pendant toute cette phase, n'a pas du tout été ni poursuivi ni condamné parce qu'il a dit simplement les trafiquants sont noirs ou arabes. C'est pas ça qui a fait la condamnation. Ce qui fait la condamnation, ça, vous pensez qu'on a le droit de le dire? C'est qu'une... Comment? Ça, vous pensez qu'on a le droit de le dire? Quelqu'un qui dirait cela, de toute façon, ne serait pas condamné par un tribunal, à mon avis, au demeurant. Le fait est que Éric Zemmour dit que la discrimination, j'allais dire au contrôle, si je puis dire, le contrôle au faciès est normal, puisque les délinquants, les trafiquants en l'occurrence, sont pour la plupart noirs et arabes. Ça veut dire qu'on est face à une personne qui dit, voilà, il y a une population qui est tellement criminogène qu'il est normal de lui appliquer un droit hors du droit qui est défini par la loi, et cette population, ce sont les noirs et les arabes. Il est normal de ne pas respecter la loi vis-à-vis de ces personnes et dans la totalité de les contrôler plus que le reste de la population. C'est pour cela qu'il a été condamné. Alors, Éric Zemmour, j'allais dire, dit le contraire. Ceci étant, vous savez, les attendus du jugement sont extrêmement clairs. Et donc, encore une fois, on n'a pas voulu cacher une vérité, qu'il y aurait éventuellement une surreprésentation des immigrés ou de leurs enfants dans les prisons. Évidemment qu'il y a plein de phénomènes qui peuvent expliquer, parce que, c'est en général plutôt les classes sociales défavorisées lorsque l'on arrive dans un parcours d'immigration. Il y a toute une série d'explications que l'on peut trouver. Mais ça n'est pas pour ça qu'il a été condamné. Elisabeth Lévy. Bon, d'abord, visiblement, nous n'avons pas entendu les propos de Zemmour sur la discrimination de la même façon. Parce que c'est un peu le syndrome « j'en tiens un chef ». C'est-à-dire, vous prenez la lettre de ce qu'il a dit. Alors, je vais essayer d'en faire une traduction que vous pourrez peut-être entendre. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que à l'arrivée, quand vous recrutez quelqu'un, vous faites toujours un choix. Je veux dire, et que, d'une certaine façon, il est extrêmement difficile de l'empêcher. Par exemple, je vais dire quelque chose qui est en infraction avec la loi, j'ai tendance à travailler plus facilement avec des hommes. Alors je choisis éventuellement de travailler avec des hommes plutôt qu'avec des femmes, ce que la loi m'interdit, si vous voulez. Mais je ne vais pas être poursuivi pour ça. Deuxièmement, ce qui a créé un tollé, c'est sa phrase sur les délinquants. Vous le savez très bien, Dominique Sopo, et il n'a pas été condamné pour ça, mais il a été poursuivi pour ça. Alors, je veux dire quand même, mettons les pieds dans le plat et parlons vraiment des choses. Ce qui nous pose problème aujourd'hui dans le débat public, ce sont toutes les questions liées à l'immigration. Je veux dire, à notre modèle d'assimilation qui ne marche pas, ou assimilation ou intégration, c'est-à-dire à la façon dont nous coexistons entre cultures. Et le problème aujourd'hui, et c'est pour ça que le racisme n'est pas, me semble-t-il, aujourd'hui simplement un combat qui est parfaitement légitime, il est devenu une idéologie à la lumière de laquelle on lit tout ce qui se passe. C'est-à-dire que tout discours sur l'immigration, par exemple, si vous dites que vous pensez qu'il faut ralentir ou arrêter l'immigration, vous êtes immédiatement suspecté de racisme. Si vous dites qu'il y a un problème avec l'islam, je finis, excusez-moi Arnaud Klarsfeld, j'ai une grosse voix, je suis désolée. Blabla tout le temps, donc et ça j'ai le droit de vous dire, vous n'êtes pas poursuivi pour ça. Mais on parle pas de Zemmour là, j'essaye d'élargir un tout petit peu le débat, si ça vous ennuie pas. Ce qui pose des problèmes avec Zemmour, pourquoi Zemmour est une personnalité qui fait tellement réagir, parce qu'effectivement sur ces questions dont il a été interdit de parler parce qu'elle faisait le jeu du Front National. Il n'est pas interdit de parler. Vous la laissez terminer. Oui. Sur ces questions-là, excusez-moi Arnaud Klarsfeld, si vous trouvez qu'on a pu avoir un débat sur l'immigration, eh bien nous n'avons pas dû vivre dans le même pays. Si vous pensez, au moment où on propose de débattre sur l'islam, que ce soit pas, d'abord c'est pas le gouvernement, c'est un parti politique, mais peu importe, que ce soit pas au gouvernement de le faire, tout le monde grimpe au rideau en disant ça va stigmatiser, je suis navré, nous ne pouvons pas en permanence soustraire au débat
Je veux dire, des questions qui, que vous le vouliez ou pas, intéressent les gens. Mais madame, et les passionnent. Depuis 2002, depuis 2003, il y a eu 5 ou 6 lois sur l'immigration. À chaque fois avec un débat national. On a eu les tests ADN, on a eu toute une série de choses, et on ne parle pas d'immigration en France. Alors là, pour le coup, on ne vit pas dans le même pays. Effectivement, le débat sur l'immigration est au centre. Le débat sur l'immigration vu par Éric Zemmour en une phrase prononcée sur Radio Courtoisie il y a quelques années, la violence en banlieue relève du conflit entre tribus. Voilà. Bon, on a un résumé de la pensée d'Éric Zemmour qui est en permanence dans ce registre-là, où une partie... Alors ça, vous avez fait une bonne enquête. Alors là, on est vraiment, de la police. Attendez, la violence en banlieue relève du conflit entre tribus. Excusez-moi. Vous n'êtes pas poursuivi, vous n'êtes pas condamné si c'est pour ça l'analyse, si c'est ça l'analyse sociologique, quand Éric Zemmour dit la plupart des dealers sont des Noirs et des Arabes, c'est du même niveau si on disait que les Juifs tiennent le showbiz et la presse. Sur le plan sociologique, c'est exactement du même niveau. C'est du racisme pur et simple. Bon, c'est du racisme, je veux dire ça. Non, mais attendez, vous, Didier Porte, qui prenez, on va dire, une liberté d'expression la plus large possible. Ah, mais moi, je suis d'accord qu'il parle, Zemmour. D'accord. Je veux pas l'empêcher de parler. Mais vous êtes satisfait ou pas de cette condamnation? C'est ça que j'ai pas compris. Non, je suis pas satisfait. Il fallait pas poursuivre Zemmour, je pense, mais il faut le poursuivre sur le plan sur le terrain. Je fais ma bascule sur Galliano, même si on revient après à cette question. Si je peux dire juste un mot, c'est évident que s'il n'y avait pas de loi qui interdisait la haine raciale, l'incitation à la discrimination, il y aurait bien plus. Vous voyez sur Internet où ce n'est pas trop contrôlé, comme les gens peuvent s'épancher en haine et tout ça, mais ça serait comme ça partout si on avait le droit. C'est comme dire que il y aurait. C'est terrible, on vit dans un pays de racistes. Mais une seconde, c'est comme il y a une partie qui est raciste, oui, évidemment qu'il y a une partie des Français qui est raciste, il y a une partie des Juifs qui est raciste, il y a une partie des Irlandais qui est raciste, une partie des Chinois. Il y a dans chaque peuple là une partie qui est raciste. Et d'ailleurs les premiers sentiments qu'on a sont des sentiments racistes. On n'aime pas l'autre, le chien aboie sur le clochard, on est comme le chien après tout. Mais il y a une conscience qui doit nous dire c'est pas bien. Et si on a le droit, on vous dit, surtout vous vous sentez pas coupable. Il y a toujours une sorte de Jiminy Cricket qui sort et qui vous dit, c'est pas bien. C'est comme dire, c'est pas bien de faire des lois sur les viols parce que ça incite les gens à violer. Non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y aurait moins de viols si on n'interdisait pas le viol. C'est exactement la même chose. Autorisez-moi une citation. S'il n'y avait pas de loi contre le racisme, il y aurait bien plus de racisme. Autorisez-moi une citation. Et après, je vous pose une question sur Galliano. D'accord. Alors, en banalisant la notion de racisme, on la vide de son contenu. Si mon travail requiert le silence et qu'une communauté ethnique s'accommode du bruit, et même si complet, je ne la blâmerai pas et n'incriminerai pas son patrimoine génétique. Je préférerais toutefois ne pas vivre trop près et apprécierais peu que sous ce méchant prétexte, on cherche à me culpabiliser. Alors, je vous le livre. Qui a dit ça? Qui a écrit ça? Je n'en sais rien. Comment? Je n'en sais rien. Claude Lévi-Strauss, le plus amusant d'ailleurs, c'est qu'il le dit à Didier Ribon qui ne réagit pas, alors que si n'importe qui d'autre disait la même chose, il aurait sauté au plafond. Ce que je veux dire, c'est que il faut faire attention avec ce mot de racisme, parce que nous avons raison d'avoir peur du racisme. D'accord? Mais si ce mot doit nous interdire... Que quand Claude Lévi-Strauss prend la parole, ça n'a pas exactement le même effet dans nos perceptions qu'Éric Zemmour. Je veux dire que l'époque a changé et que on met sous le chapeau de racisme, par exemple, le fait de trouver que certaines pratiques culturelles ou certains modes de vie nous déplacent, donc nous ne voulons pas les vivre. Non, mais les valeurs d'une société évoluent. C'est ce que disait quand même Jakubowicz dans le reportage. Il y a des choses qui étaient tolérées à un moment qui ne le sont plus. Et en effet, alors après, on peut s'en plaindre ou en débattre. Mais voilà, il y a des systèmes de valeurs qui bougent un petit peu dans le temps. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, toute notre bibliothèque serait... aujourd'hui, Daniel Schneiderman, je n'ai absolument pas lu ce livre, Daniel Schneiderman s'en prend au livre de Jean Raspail, que je n'ai pas lu et qui doit être abominable, certainement. Mais à la fin, il propose cette chose. Il dit, bon, d'accord, à la limite, on peut l'éditer. Mais il faut dire que Robert Laffont est l'éditeur d'un livre raciste et mettre un tampon, attention, contenu raciste sur le livre. Non mais où va-t-on?
Je veux dire, est-ce qu'on prend les gens pour des débiles mentaux? Alors, puisqu'Éric Zemmour... Il y a eu des débiles mentaux, parce qu'il y a eu tellement d'actes. Il y a eu 6 millions de juifs qui ont été tués. Les noirs ont été traités comme des esclaves, comme des biens meubles, comme pendant des siècles. Ils ont été pris d'Afrique, amenés là-bas, traités comme des chiens. Vous avez l'impression les chiens sont bien traités. On les violait leur épouse, on les séparait des enfants de force, on leur cassait la... C'est donc que l'homme est pas tellement gentil quand on le laisse aller à ses penchants. D'accord, donc vous pensez qu'on vit dans l'Allemagne de 33, enfin vous charriez. Non, je pense que depuis de l'homme préhistorique jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a pas évolué à l'intérieur. Et il évolue parce qu'il y a des gens qui essayent de lui enseigner de la pédagogie, de lui dire ce qui est permis, ce qui est pas permis. Mais si on laisse les gens aller à leur pulsion, les gens sont racistes. Alors, un camarade me disait ce matin que ses parents juifs lui avaient fait remarquer que les propos tenus par John Galliano, sur lesquels on va venir, c'était des propos qu'on entendait finalement facilement et beaucoup avant 1939. Et que de leur point de vue, ces propos, on leur avait laissé trop libre cours. Alors moi, je veux juste savoir, John Galliano a-t-il le droit de dire à vos yeux qu'il aime Hitler? Alors là, je voudrais parler du cadre. C'est-à-dire que si moi, quelqu'un me dit ça dans un bistrot, il prend mon verre dans la figure, je veux dire dans le meilleur des cas, peut-être même si je suis en forme une petite baffe, mais jamais j'irai, si vous voulez, diffuser ces propos en boucle de façon à ce que toute la France ressasse ce truc pendant 15 jours. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à faire des propos d'un type aviné, si vous voulez, mais je veux dire, c'est absurde. En quoi John Galliano nous menace-t-il? C'est un imbécile aviné, c'est tout. Je veux dire, il n'a pas été condamné. Je suis sûr que Dominique Sopot est d'accord avec moi. Il n'a pas été condamné pour avoir dit j'aime Hitler. Non, il a été licencié. D'accord, mais enfin bon, quelqu'un qui aurait dit... Mais moi je vous pose la question, pensez-vous quelqu'un aurait dit la même chose sur les juifs que Éric Zemmour a dit sur les Noirs et les Arabes, il ne serait pas resté longtemps à France 2 et il n'aurait pas été reçu par les députés UMP. Donc il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures. Et par exemple aux États-Unis sur une chaîne publique, il ne serait pas resté, même sur les Noirs et les Arabes. Et ça, je peux vous le dire. Par exemple aux États-Unis, on peut dire beaucoup de choses, mais il y a quand même des limites à l'expression. On n'a pas le droit de dire des mots obscènes. Si vous regardez la télévision, quand il y a à 20h, quand quelqu'un dit un gros mot, il y a le bip. C'est-à-dire on n'a pas le droit de dire des mots obscènes, on n'a pas le droit de faire des incitations à fighting words, ça s'appelle, c'est-à-dire des mots qui peuvent entraîner des combats. On n'a pas le droit de dire des mots qui peuvent entraîner des actions illégales aussi. Donc il y a même aux États-Unis qui sont donnés en exemple comme un pays où on peut tout dire. Il y a des limites à l'expression. Eh bien, ce que vous venez de nous dire est très intéressant. Je vais vous redonner la parole parce que peut-être à la télévision, dans certains cas, mais en tout cas, il se trouve que s'il y a un pays où au nom de la liberté d'expression, on a souvent et absolument le droit de tout dire, ce sont quand même les États-Unis. Arnaud Klarsfeld. Récemment, des extrémistes de droite se sont même félicités de la mort de soldats américains. Motif, l'armée accepte dans ses rangs des homosexuels. La Cour suprême ne s'en étonne pas et estime même que ces propos homophobes ne sont pas condamnables au nom de la liberté de penser. Regardez ce reportage stupéfiant de Maryse Burgot et Valérie McCabe. Ils se réjouissent du nombre de soldats américains morts au combat. Et leur chant remercie Dieu pour cette punition bien méritée, disent-ils. Ces religieux fanatiques pensent que l'homosexualité est un péché, et puisque l'armée américaine accepte des homosexuels dans ses rangs, Dieu se vengerait en semant la mort parmi les combattants. Ces extrémistes osent d'ailleurs régulièrement manifester devant les églises où sont enterrés les jeunes soldats. On essaye de vous donner un conseil. Fuyez le jugement de Dieu, fuyez la destruction éternelle. Mais pour ces pancartes insultantes et ces propos violents, ces hommes et femmes ne seront pas poursuivis. C'est l'un des socles de la Constitution américaine, le fameux article 1 sur la liberté d'expression. La Cour suprême vient d'ailleurs de répéter qu'il n'y a aucune limite à ce droit sacro-saint. Ce père d'un jeune soldat tué en Afghanistan a pourtant bien essayé de faire condamner ces fanatiques. Ils avaient aggravé sa douleur en manifestant à quelques mètres de l'église où était enterré son fils. Mais ce père blessé vient de perdre son combat devant la justice. On a réalisé aujourd'hui qu'on ne peut plus enterrer nos morts dans ce pays avec dignité.
Où va ce pays? Aux yeux de la Cour suprême, exprimer son opinion quelle qu'elle soit n'est pas répréhensible. Aucune législation n'interdit d'ailleurs aux États-Unis les propos antisémites ou négationnistes. Voilà, alors je ne sais pas ce qu'on peut dire à la télévision américaine, mais enfin en tout cas, ce qu'on vient de voir, c'est... Ouais, mais enfin, est-ce que ça, c'est l'interprétation que votre journaliste a donnée de la loi américaine? Attendez, c'est l'interprétation. Non, j'ai passé des nuits sur le droit constitutionnel. La Cour suprême dit des choses. Non, j'ai passé des nuits sur le droit constitutionnel américain puisque j'ai passé le barreau aux États-Unis. Donc j'ai vraiment travaillé. C'est une ou deux fois dans ma vie où j'ai le plus travaillé. Et il y a plusieurs, ce qu'on appelle, il y a plusieurs limites à la liberté d'expression. Je vous ai rappelé l'obscénité. Les mots qui peuvent entraîner, disons, des actions illégales. La Cour suprême, elle, évolue. Dans les années 60, il y avait un arrêt qui s'appelait Beauharnais versus Illinois, Beauharnais contre Illinois, qui avait empêché quelqu'un de publier des tracts qui étaient racistes contre les Noirs, parce que ça pouvait inciter à attaquer les populations noires dans une partie de la ville. Donc la Cour suprême évolue. Elle évolue en fonction de la composition sociale, elle évolue en fonction du temps. Et par exemple, les universités sont très régulées, la télévision est extrêmement régulée, on ne peut pas on peut pas prononcer des propos racistes à la télévision, donc il y a des limites. Et sur la loi, par exemple la loi Guesso, qui existe en France, elle n'existe pas aux États-Unis, mais je rappelle que, disons, l'Holocauste, la Shoah s'est déroulée sur le continent européen, elle ne s'est pas déroulée sur le continent américain. Donc ça change quand même l'état d'esprit aussi. Et que les Américains, quels que soient les procès d'intention qu'on leur fasse, sont les premiers à avoir désigné un président noir à la tête de leur pays. On est d'accord. Alors, juste, avec d'autres, Éric Zemmour veut l'abrogation des lois qui pénalisent le racisme et l'antisémitisme. Moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez, Dominique Sopo. Écoutez, c'est extraordinaire. On est face à une personne qui a fanfaronné avant son procès en disant « Vous allez voir, je vais gagner, parce qu'évidemment, je vais faire la démonstration que tout ça est une plaisanterie », qui perd son procès, parce que manifestement, il n'a pas montré que ce qu'il disait était une plaisanterie. Il a eu 2 jours pour s'expliquer. Et maintenant qu'il a perdu, il dit, en fait, il faut changer la loi. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Quelqu'un qui est condamné en disant, finalement, c'est pas moi le problème, c'est la loi. Alors, si un voleur de voiture vient dire, qui est condamné, finalement, le problème, c'est pas moi. C'est qu'il y a une loi stupide qui réprime le vol de voiture. Est-ce qu'on peut changer la loi? Je ne sais pas si M. Copé va le recevoir et qu'il trouvera sa contribution brillante au débat. Mais on est quand même dans quelque chose, mais d'absolument terrifiant. Comment dire? D'abord, très autocentré, je trouve, autour du cas de M. Zemmour, parce que je ne pense pas que M. Zemmour, doivent être la mesure de ce que doit être le droit en France. Mais donc, on va supprimer les lois contre le racisme et l'antisémitisme en France. C'est-à-dire que, par exemple, puisque notamment il s'attaque aux lois qui répriment la provocation à la haine raciale, ce sont des lois qui, par exemple, font qu'il est interdit de dire mort aux Juifs ou mort aux Arabes. C'est pas de la diffamation raciale, qui est la vieille loi de 1881. C'est la loi de 1972 qui permet de condamner cette provocation à la haine raciale. Et la France a quand même une histoire très particulière. On parlait des années 30. C'est aussi, j'allais dire, la leçon du fait que les mots peuvent avoir une conséquence très importante sur les comportements, qui fait que ces lois ont été adoptées. Et je termine juste sur un point, puisque des personnes nous disent, oui, mais c'est vous, en attaquant, qui créez le racisme, parce que vous excitez les gens. Alors si vraiment ce sont les antiracistes qui créent le racisme, j'aimerais bien savoir quels sont tous ces idiots qui, dans les années 30, ont trop lutté contre l'antisémitisme pour avoir à ce point excité des personnes qui en ont tué 6 millions. Elisabeth Lévy. Alors d'abord, je ne crois pas, moi, que ce soit les antiracistes qui créent le racisme. Je ne parle pas de vous. Non, mais je réponds à ce que vous venez de dire. Je crois en revanche qu'ils ont besoin en permanence, que la machine a besoin en permanence, et si vous voulez qu'on met sur le même plan des blagues de fin de banquet, des propos absolument horribles, des analyses qui vous déplaisent. Donc finalement, il nous faut notre raciste quotidien. Et que, au contraire, vous devriez plutôt avoir envie qu'il n'y en ait pas, et que quand il y en a un qui dit un truc bourré dans un bistrot, dire plutôt qu'il vaut mieux baisser là-dessus. Je suis frappée en fait parce que... Mais vous pensez que la loi n'est pas un bon moyen de combattre le racisme? Juste, je vais répondre. D'accord, pardon, excusez-moi. Je suis frappée par la façon dont... Moi, je vous aime bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je suis frappée par le fait que on vous demande de commenter à propos de Zemmour, et immédiatement, vous ne lui prêtez, je veux dire, que des pensées, des manigances, à aucun moment vous ne prenez au sérieux ce que dit quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Et ça,
Excusez-moi, non mais vous pourriez prendre ce qu'il dit et pas nous dire c'est parce qu'il a perdu, etc. Prenez ce qu'il dit et examinons-le. Si vraiment il pensait qu'il fallait abroger ces lois, mais quand il est devant le tribunal, mais il a qu'à le dire. Vous savez, il y a des gens qui sont contre certaines lois, qui viennent devant le tribunal en disant, écoutez, peut-être que je vais être condamné, mais moi je vous affirme ici, devant vous, les juges, que cette loi, je ne la reconnais pas. C'est quand même un peu plus de panache. C'était juste une incise pour dire qu'on manque un peu de générosité dans ces discussions et qu'on passe... Non mais alors, oublions Zemmour. Je voudrais qu'on dépasse le cas d'Éric Zemmour pour parler des lois. C'est ce que je vous interroger là-dessus. Je dis juste qu'un peu plus de générosité par rapport aux gens avec qui on n'est pas d'accord et ne pas toujours leur prêter de sombres dessins et quand même serait bien et vous honorer. Non, je vais répondre sur la loi. Non, je sais que vous avez votre petit Zemmour. Attendez, j'ai une petite phrase de Zemmour, simplement, tout antiraciste est un nazi. Non, c'était sur la fraternité c'est sur la gentillesse d'Éric Zemmour. Tout antiraciste est un nazi. J'ai pas parlé de la gentillesse d'Éric Zemmour, excusez-moi, j'ai parlé de la vôtre. Je veux dire, donc, j'ai parlé de la vôtre, et si Éric Zemmour a dit ça, d'ailleurs, il a tort. Il a dit, je l'ai écouté sur Radio Courtoisie. Je n'ai aucun problème à dire que s'il a dit ça, je suis en désaccord avec lui, comme d'ailleurs, je pense, je le lui ai dit, on s'est engueulé là-dessus, je lui ai dit que je pense que beaucoup de choses devraient être dites et devraient être audibles, mais qu'il faut effectivement penser à se rendre audible. Maintenant, je vais vous répondre sur la loi. Moi, oui. Je rappelle ma question, c'était pourquoi la loi ne serait pas un bon moyen de combattre le racisme, puisque c'est quand même une partie du propos. Alors ça, c'est une question assez difficile. Moi, je ne suis pas pour la suppression des lois. Les lois mémorielles, disons que c'est une autre discussion. Je pense que c'est pas le moment d'avoir ce débat, mais sur le principe, je suis plutôt contre parce que je crois qu'on est assez adulte pour répondre à des gens qui nient l'existence des chambres à gaz ou toutes sortes de choses qui sont avérées. Mais sur les lois sur le racisme, je ne crois pas qu'il faut les abroger. La question est, si vous voulez, du déclenchement, de l'opportunité du déclenchement des poursuites. Est-ce qu'il est opportun à chaque fois, si vous voulez, de déclencher des poursuites? Et on pourrait quand même avoir une discussion, et là je n'ai pas la réponse. Est-ce que cette multiplication de lois, est-ce que, si vous voulez, l'envie du pénal qui se manifeste dans toute la société, je veux dire, est-ce que ça, selon vous, fait reculer le racisme? Je ne vois pas la multiplication de lois. Excusez-moi, les lois. Non mais vous savez, comment dire, dans tous les domaines de la vie, comment dire, en économie, en agriculture, en environnement, en audiovisuel, il y a des centaines de lois qui passent. Les lois sur le racisme, il y a la loi de 1881, il y a la loi de 1972. La loi de 1881, elle a été changée combien de fois? Arrêtez. Non mais d'accord, qu'elle soit, comment dire, qu'elle soit augmentée pour mettre le fait, l'homophobie, etc., que soit adapté, c'est une chose, mais il y a deux principes essentiels sur la diffamation raciale et les lois sur la discrimination et la provocation à la discrimination raciale. Mais je vous adresse une question. Alors, oubliez le mot multiplication. Est-ce que vous pensez que le recours, si vous voulez, écoutez, je veux dire, soit je rêve, soit il y a tout le temps des procès, soit il y a tout le temps, soit, si vous voulez, l'incrimination de racisme, mais soit dans le débat public et médiatique, soit dans les prétoires, en permanence invoquée. Je vous demande, Dominique Sopo, et moi, je vous crois sincère. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moyen de faire reculer le racisme? Alors, je vais poser une question à Didier Porte. Est-ce que, on pourrait dire, et l'humoriste et le libertaire que vous êtes, il accepte l'encadrement juridique de la liberté d'expression dont vous faites, vous, un usage plutôt sans modération? L'humour, c'est autre chose que le journalisme. On parle d'Éric Zemmour, qui est un journaliste. Ça peut se contester. Non, l'humour est une discipline artistique, on va dire, entre guillemets, et qui ne supporte aucun cadre, parce que, par exemple, une blague raciste poussée à l'extrême dans un cadre d'humour peut très bien avoir une fonction antiraciste, une fonction de dénonciation. Par exemple, moi, qui déteste la charité business, qui veut dénoncer le principe du Téléthon parce que je l'estime pervers et politiquement malsain, je vais en dénoncer le dispositif. Effectivement, à travers cette dénonciation, je vais me moquer des malheureux myopathes qui sont exhibés et montrés à la télé, etc. Donc, effectivement, on aura l'impression que je me moque des myopathes, que c'est très mal, c'est pas bien du tout, alors que je veux les rétablir dans leur dignité. Mais j'aime bien quand vous me dites ça, parce que je comprends que nos journalistes ont les corsetés, et que vous, en gros, vous pouvez dire ce que vous voulez. En gros, oui, c'est ça, parce qu'on peut pas avoir de cadre. Nous, c'est notre éthique. L'éthique des humoristes, c'est simplement de jamais être du côté du pouvoir, d'être du côté des faibles. C'est uniquement ça. Le seul truc qui nous permet de passer
passer au travers, c'est ça. L'humour, c'est comme si on rentre dans une autre dimension. C'est-à-dire le téléspectateur ou l'auditeur sait qu'il n'est pas dans la même dimension que le discours politique. Donc vous ne direz jamais l'humour à bon dos. Il peut y avoir un manque de tact. Il peut y avoir un manque de tact dans l'humour, mais l'humour est autre chose. Si l'humour se transforme en discours politique, comme par exemple Dieudonné, alors là, c'est condamnable. Mais si on reste dans le cadre de l'humour, c'est une autre dimension. L'humour noir, par exemple, et le téléspectateur sait que c'est de l'humour. Tandis que, par exemple, quand Zemmour dit quelque chose, ils le prennent pour argent comptant. Vous pouvez discriminer. Il le dit pas en blaguant, il le dit sérieusement. Il exprime le fond de sa pensée. Accessoirement, il exprime peut-être aussi le fond de la pensée d'un certain nombre des téléspectateurs qui l'écoutent. Voilà. Ça peut avoir une dimension. C'est pas pour ça qu'il a raison de le faire, mais je vous le dis. Non, ça peut avoir une dimension cathartique, ça peut avoir une dimension comme ça et par exemple l'humour noir. L'humour noir, ça se moque par définition des victimes. C'est l'humour noir, dans ce cas-là, on devrait l'interdire, le prohiber. Et pourtant, c'est un genre qui est tout à fait estimable à partir du moment où il est bien fait. Donc on peut pas avoir de limite dans l'humour. C'est impossible. Non mais il y a quand même, justement, moi ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que dans cette atmosphère un peu plombée dans laquelle nous sommes, et moi je suis tout à fait d'accord pour avoir des discussions à la loyale, si vous voulez, sur des sujets, et d'ailleurs je suis toute prête. Remonte ses manches. Non, je suis toute prête éventuellement à me laisser convaincre, par exemple, mais j'ai hésité longtemps sur les lois mémorielles, je suis prête à me laisser convaincre, je ne suis pas sûre à 100% de ce que je pense, et je pense qu'on peut convaincre un certain nombre de gens, par exemple, sur ces questions de discrimination. Je veux dire, plutôt que d'aller au tribunal, on peut discuter avec Éric Zemmour, je le sais, il est accessible à la discussion, ça me paraîtrait beaucoup plus salvateur, y compris pour le débat public. Mais il y a quand même un terrible esprit de sérieux, si vous voulez, dans tout ça. C'est-à-dire que maintenant, tout groupe... Il y a eu des conséquences sérieuses par le passé. Parce que s'il n'y avait pas eu de conséquences sérieuses par le passé... Excusez-moi, je vais quand même terminer. Vous dites que tout groupe... vous me dites que les lois n'ont pas changé. Mais maintenant, si vous voulez, dès qu'un groupe vous approchez d'une vague critique, si vous voulez, tout le monde fait sa coquette, monte au rideau et disant « Ah, je me sens stigmatisé ». Si vous voulez, ça, c'est l'arme absolue. Donc, par exemple, je devrais monter au rideau si on dit que, je sais pas, par exemple, si quelqu'un vient me dire que quand même il trouve que le mode de vie des Lubavitch dans certains quartiers de Paris ça lui plaît pas, je devrais monter au réseau en disant vous me stigmatisez. Il n'est pas poursuivi pour ça, il n'est pas condamné. Ça vous ennuie qu'on élargisse un petit peu le débat au-delà de la loi? C'est une parole, vous n'êtes pas poursuivi. Vous êtes poursuivi quand il y a une loi, vous n'avez pas le droit de discriminer à l'embauche. Parce que la République estime que on regarde les hommes en tant qu'hommes ou femmes et pas en tant que noirs, arabes ou juifs. C'est le fondement de notre société. Je me roule par terre, Arnaud Clarsel, j'étais sorti un peu du cadre. Les propos de Zemmour étaient choquants. C'est pour ça que le fait qu'une partie des députés du MP applaudissent était très choquant et qu'il serait normal que le président de la République remette de l'ordre. Un mot sur le 2 poids 2 mesures. Un mot. Non mais en quelques mots, moi je vous pose la question. Est-ce que vous assumez finalement d'entendre des gens estimer que le racisme est une opinion comme une autre? Non, je ne dirais pas, ça je ne le dirais pas pour une simple raison, c'est qu'effectivement nous avons une histoire, mais encore une fois, il faut définir ce qu'on entend par racisme, c'est-à-dire une hiérarchisation des gens en fonction de leur origine ethnique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je le redis, on n'a pas le droit de critiquer des pratiques culturelles et que, au nom de notre université... Écoutez, d'accord, on n'a pas le droit dans le débat médiatique. Excusez-moi, vous avez le droit, vous n'êtes pas poursuivi. D'accord, mais je veux dire, la vie n'est pas comme ça, la vie ne se passe pas que comme ça. Moi, je regarde sur National Geographic les trucs tabous. Il y a une émission qui s'appelle Tabou, où les gens se plantent dans certaines cultures. J'aime pas du tout ces pratiques. Bon, je l'exprime, c'est pas grave. Pardonnez-moi, je vous donne la parole. Je vais vous répondre quand même. Rapidement. Bon, non, Safine, non mais je veux pas vous brimer, rapidement. Bah oui, ma liberté d'expression est totalement menacée, mais j'ai oublié d'ailleurs où j'en étais. Alors, pardonnez-moi, je vous laisse y réfléchir. Je me tourne à nouveau vers Sopo. Est-ce qu'à cause des poursuites judiciaires, le moindre propos raciste ne se retrouve pas à faire la une des journaux? Et est-ce que vous ne constatez pas de fait que c'est un effet pervers de ces lois ou éventuellement des poursuites que vous engagez? Absolument pas, puisque pour répondre à la question qui m'a été posée il y a quelques minutes par Elisabeth Lévy, à laquelle j'ai pas eu le temps de répondre, sur l'opportunité de déclencher des poursuites. Évidemment qu'on réfléchit à chaque fois que l'on engage des poursuites, que vous imaginez bien qu'on n'engage pas des poursuites à chaque fois qu'un propos raciste est entendu ou rapporté. Parce que là, pour le coup, il y aurait vraiment une inflation d'actions devant les tribunaux. Vous allez poursuivre Galliano ou pas? Attendez, je prends juste un exemple. Par exemple, lorsque Brigitte Bardot avait sorti son livre,
qui était un livre très anti-musulman sur comment dire l'évolution des villages français, que colomber les 2 églises allait devenir colomber les 2 mosquées, bon, en reprenant des phrases plus anciennes par ailleurs, qui était effectivement condamnable sur le plan pénal. Nous estimions, et d'ailleurs nous n'avons pas porté plainte à cette occasion, d'autres l'ont fait, mais nous avons refusé de porter plainte. Faut être gentil avec Brigitte. Non, c'est pas une question d'être gentil avec Brigitte. C'est pas parce que c'est une ancienne icône du cinéma français qu'il faut être gentil on a des petites avec elle. Et elle aime bien les animaux. Mais elle aime bon, bien les animaux. Oui, il faut assumer nos faiblesses. Très bien, mais en l'occurrence, nous avons estimé qu'il ne fallait pas porter plainte puisque c'était faire la publicité à des propos qui n'étaient pas en soi connus du grand public et que la conclusion, si on portait plainte, c'était que son livre allait se vendre davantage. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé après la plainte qui a été déposée par une autre association. Donc évidemment qu'il y a la question de l'opportunité des poursuites et la question de quel est le type de propos qui est tenu, la question de la bonne foi des personnes qui tiennent ces propos, parce que, je veux dire encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un a un propos maladroit, etc., que c'est un infâme raciste, bien évidemment. Pardonnez-moi, juste une je termine, parce qu'il n'a pas répondu à une partie de ma question, mais à l'autre, très bien. Est-ce que vous allez vous joindre aux plaignants et appuyer les poursuites en ce qui concerne Galliano? Sur, comment dire, les plaignants, oui, mais encore qu'il faille l'accord des victimes, dans la mesure où, de toute façon, la plainte, elle est déposée, et le parquet va engager les poursuites, et que c'est notre rôle d'association antiraciste d'être à l'appui des personnes qui sont victimes de racisme. Mais là, en l'occurrence, c'est au point de départ, les individus qui ont porté plainte contre Éric Gagnon parce qu'elles se sont estimées comme ayant été victimes de propos antisémites et racistes. Est-ce que je peux vous faire remarquer que si on doit poursuivre tous les ivrognes qui profèrent des insanités à la terrasse des cafés, ça va quand même vous faire du boulot? Non, mais peut-être, mais excusez-moi, Éric Galliano est certes un ivrogne à la terrasse d'un café. Pour faire référence à la vidéo... c'est Éric Zemmour et John Galliano. John Galliano. Je pense qu'ici, sur le plateau et dans le public, beaucoup de gens ont déjà été en état d'ivresse. Et qu'on a dû tous dire des énormes conneries. Mais je ne pense pas que, quand on est en état d'ivresse, il y ait beaucoup de personnes sur ce plateau, qui disent vive Hitler et on aurait dû gazer tous les juifs. Enfin, je ne pense pas que ce soit la première chose qui vienne forcément à l'esprit. Mais bon, passons sur cet élément, mais qui est quand même assez symptomatique de quelque chose qui est pas très net. La question n'est pas de poursuivre tous les ivrognes qui tiennent des propos. Éric Galliano a quand même... John Galliano, décidément. John Galliano a quand même, j'allais dire, est un personnage public. Drôle de mélange un peu. Est un personnage public, en l'occurrence, qui évidemment a des conséquences en termes de notoriété de ses propos qui sont plus importantes qu'une personne lambda qui tiendrait ses propos. Et il est aussi en partie comptable du fait que cette notoriété, peut avoir ce type de conséquences. Je veux dire, il fait justement un métier d'image, en l'occurrence. Et on n'irait pas poursuivre des personnes qui auraient tenu les mêmes propos qu'Éric Zemmour, pour prendre un autre exemple sur un autre plan, s'il l'avait tenu à la fin d'un repas en famille le dimanche. On n'est pas dans les mêmes situations. Non, évidemment, le problème, c'est que Galliano, c'est un peu la jurisprudence Marion Cotillard. Si vous voulez, à partir du moment où on trouve intéressant les propos de Marion Cotillard sur le 11 septembre, pourquoi pas trouver intéressant les propos de Galliano sur les Juifs? Si vous voulez, là, ça devient un peu n'importe quoi. Je veux dire, d'autant plus que dans le cas Galliano, il y a une chose qui devrait nous faire dire, écoutez, on s'en fout, c'est que c'est pas, aujourd'hui, notre problème n'est pas le retour de l'antisémitisme nazi. Maintenant, si Arnaud Klarsfeld m'autorise à sortir 2 minutes du cadre des prétoires et du droit qu'il affectionne, je voudrais répondre à la fin de votre question sur la question du est-ce que le racisme est une opinion? Non, mais il y a énormément d'opinions qui sont aujourd'hui, si vous voulez, cataloguées comme racistes. Voilà, c'est-à-dire qu'on mélange effectivement la hiérarchisation, disons, des origines ethniques, qui est intolérable et dont nous avons raison d'avoir peur, je veux dire, et la critique de toute pratique culturelle. Et je crois que c'est parce que, dans le fond, nous sommes, et je ne le dis pas en mauvaise part d'ailleurs pour personne, nous sommes un peu empêtrés dans un universalisme abstrait qui fait que, d'un côté, nous proclamons en permanence notre amour de la différence, et d'un autre côté, nous disons il n'y a pas de différence. Or, en fait, par exemple, vous avez cité ce que Zemmour avait dit à Rokhaya Diallo en lui disant vous êtes blanche, vous êtes noire, je suis blanc, vous voyez bien. Alors il a dit le Maurras qui est certainement pas adapté, mais en disant voilà, il disait il y a une différence. Et nous ne savons plus comment faire avec les différences, notamment culturelles. Notre universalisme, et auquel nous tenons à raison, si vous voulez, nous conduit dans un premier temps à dire finalement tout se vaudrait. Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas que
pour nous, c'est-à-dire que dans un temps et dans un lieu déterminé, si vous voulez, on trace un trait d'égalité entre toutes les cultures. Qui a dit tout se vaut? Qui a dit tout se vaut? On a simplement dit un homme vaut un autre homme, et on n'a pas le droit de dire que un homme est inférieur à un autre homme, ou on n'a pas le droit de dire vous avez le droit de ne pas embaucher quelqu'un pour l'unique raison qu'il est noir. Je vous ferai une traduction de ce que je dis après, Arnaud. Les pratiques culturelles, c'est dealer du shit? J'ai pas compris là. Non, ce que je comprends pas, ce que sont les pratiques culturelles que vous évoquez, qu'on ne pourrait pas. Alors il y en a une, j'ai le droit de la citer puisqu'il y a eu une loi, c'est par exemple la burqa. Le fait que bah oui, on a interdit la burqa parce qu'on considère, si vous voulez, que cette pratique-là, de même qu'on interdit l'excision, de même qu'on interdit la polygamie, celles-ci sont interdites par la loi. Ce que je veux dire, c'est que dans le racisme, on est aujourd'hui, si vous voulez, en train de faire rentrer tellement de choses qu'on est en train de faire perdre à ceux. C'est l'histoire de Lévi-Strauss et du bruit. J'ai du mal on peut avoir confusément le sentiment qu'on est maintenant dans une situation en permanence obsessionnelle sur tous les propos qui pourraient viser un groupe, etc., et que en plus probablement peut-être ça génère aussi du racisme. Je rappelle que je me permets de vous le reciter ce soir. On a appris que le fameux sondage qui concernait Marine Le Pen, je ne veux pas lui en faire une publicité plus importante que ça, mais il existe. Il ne se limitait pas à la seule Martine Aubry, mais que maintenant elle est devant pour Louis Harris, que ce soit DSK ou François Hollande. Tout à fait. Voilà. Donc on doit être interpellé par ça, mais on doit être interpellé. Mais par ailleurs, ce sondage, ne m'étonne pas beaucoup, mais ce serait une émission à part entière sur. J'allais dire pourquoi Marine Le Pen est haute. Et je ne pense pas que ce soit simplement un effet de sondage, en l'occurrence malheureusement, mais sur la question des pratiques culturelles. Il est un fait assez certain, c'est que suite à la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle le racisme génétique a été totalement délégitimé. Il est à peu près impossible aujourd'hui pour quelqu'un de venir en disant oui, je pense que pour des raisons génétiques, les races sont ainsi, etc. Et donc on sait très bien qu'à ce racisme qui se présentait comme étant génétique, il y a eu la tentation non plus de parler de génétique, mais de dire non, en fait, on ne parle pas des gènes, on parle de la culture de ces gens. Et donc le racisme s'est aussi transformé en prenant appui sur une prétendue critique des pratiques culturelles pour stigmatiser des groupes et pour les essentialiser. Et donc, en l'occurrence, évidemment qu'il y a une attention qui est portée lorsque l'on parle des pratiques culturelles de tel ou tel groupe, ce qui ne veut pas dire évidemment que c'est raciste. Moi, la burqa, j'ai toujours critiqué la burqa, en l'occurrence, ou même tout voilement de la femme, que je trouve absolument terrifiant en termes de place laissée à la femme dans l'espace public et dans la maîtrise de son propre corps. C'est une pratique. J'allais dire que je critique, je ne pense pas être raciste en le disant, mais je ne pense pas que... Ou peut-être un raciste sommeille en vous. Mais est-ce que j'ai le droit, par exemple, Dominique Sopo... Mais en l'occurrence, peut-être qu'un raciste sommeille en moi. Est-ce que vous me trouvez condamnable je veux dire, chacun... Je termine sur quelque chose. Vous dites, est-ce que le racisme sommeille en moi? Mais sans doute en partie, bien évidemment. Dire la question... Mais je vais vous dire pourquoi. On est quand même dans des sociétés qui ont construit une vision de l'autre, qui est quand même une vision... particulière au fil de l'histoire. La question du colonialisme, de l'esclavage, etc. Ça s'est plutôt amélioré, non ? Ça s'est plutôt amélioré en l'occurrence, mais la perception que l'on peut avoir de l'autre, y compris moi la perception que je peux avoir du noir, est-ce qu'elle est totalement neutre ? Évidemment qu'on est tous traversés par ces questionnements. Ça n'est pas grave d'en être traversé en l'occurrence. La question c'est comment, on réfléchit à comment on perçoit les groupes dans la société. Mais oui, le racisme, je pense, sommeille, au sein, malheureusement, de beaucoup d'entre nous. Est-ce que vous avez remarqué, Elisabeth Lavie, que plus on parle d'islam, ce que vous souhaitez d'ailleurs, et plus Marine Le Pen progresse dans les sondages? Est-ce que ça vous interpelle? Écoutez, le gimmick, Marine Le Pen, maintenant, pour nous interdire de parler arrêtez d'essayer de me faire peur avec Marine Le Pen. Mais non, voilà, le gimmick, si vous voulez, vous l'avez déjà dit au débat précédent. Est-ce qu'on a jugé, est-ce que le fait de juger ou de pas juger Chirac, ça va faire monter Marine Le Pen? Bientôt, si vous voulez, on va nous demander si s'habiller en bleu ou en rouge, ça va faire monter Marine Le Pen. Je veux dire, excusez-moi, ce que je crois, c'est que au cœur de notre culture, au cœur de notre civilisation, il y a quelque chose qui est précisément la liberté de critique,
d'accord, et que chacun a dû en prendre sa part. Chacun doit accepter que ses opinions, éventuellement sa religion, éventuellement son mode de vie, soient l'objet de critiques. Je crois aujourd'hui, je sais que ça vous ennuie que je parle à Arnaud Clarsel, mais je vais le faire quand même. Je crois aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il vous a empêché de parler dans cette émission. Là, je peux pas vous laisser dire ça. Franchement, voilà. Et terminez ce que vous vouliez dire. On a le droit de critiquer. Qui a dit qu'on n'avait pas le droit de critiquer? On a le droit de dire, je préfère Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, aux Comanches, aux États-Unis, au 19e siècle. Pas de racisme anti-Comanche. Ce ne sont pas des propos racistes. On a le droit de dire, on a le droit de tout dire, on n'a pas le droit d'inciter, on n'a pas le droit d'inciter à la haine raciale. C'est quand même normal en France. Quand je dis on a le droit, je ne pense pas forcément aux tribunaux, je pense à ce qu'il est tolérable de dire dans le débat public. D'accord, mais si vous dites quelque chose, vous pouvez être d'accord que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Où est le problème? Il a été assez habile, vous a retourné le truc. La seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que pour l'instant, il m'a posé une question sur l'islam et que j'arrive pas à aller au bout. J'arrive pas à comprendre votre ligne directrice. Vous m'avez dit que ma question était idiote. Non, je ne vous ai pas dit que votre question était idiote. Je dis, je trouve, si vous voulez, que le chantage à Marine Le Pen, si vous voulez, ça va bien. Donc je crois que ce qui fait monter Marine Le Pen, d'accord, c'est précisément qu'on ne puisse pas en parler. Moi, je souhaite que ce débat ait lieu. En 2 mots, qu'est-ce que je constate de ce que j'ai pu voir, de ce que j'entends, si vous voulez, c'est que dans une partie chez nos concitoyens musulmans depuis, disons, 10 ou 15 ans, je veux dire, je suis désolée, je le dis souvent, mais j'habitais à Épinay-sur-Seine quand j'étais petite, mon père y habite encore. Donc je connais un peu l'évolution. Eh bien, le poids du groupe, le poids des valeurs collectives et de la communauté sur les individus s'est renforcé. Je crois que chez beaucoup de nos concitoyens musulmans, il y a une envie de pouvoir en parler. Maintenant, il est tout à fait important, si on veut avoir ce débat, de le poser de façon à ce que veuillent y participer, à ce que veuillent y prendre leur part. On ne peut pas décider, en tous les cas, qu'il y aurait un sujet soustrait au débat. Je veux dire, ça me paraît, ça, alimenter l'extrémisme. Merci. Juste une chose. Un mot là-dessus. Un mot là-dessus. Sur le débat sur l'islam. D'abord, l'islam, vous entendez parler monsieur Boubacar, il parle exactement de la même façon que monsieur l'archevêque 23 ou que le grand rabbin, sont les mêmes mots de tolérance, d'humanité, de compassion. Bon, donc c'est pas le problème de l'islam, c'est un problème de l'intégrisme. Là, il y a un problème. Est-ce que l'immigration noire et du Maghreb cause des problèmes? Mais évidemment qu'elle cause des problèmes. Vous voyez, puisque dans les banlieues et tout ça, il y a un manque d'intégration. Évidemment qu'il y a un manque d'intégration. Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que c'est de la nôtre? Est-ce qu'on n'a pas fait assez pour les intégrer? Est-ce qu'on a donné assez d'argent? C'est ça les problèmes qu'il faut se poser. Il faut le faire de manière pédagogique. Au premier jour du débat sur l'identité nationale, j'avais proposé au Premier ministre et d'ailleurs au secrétaire général de l'Élysée à l'époque que c'était pas un bon débat et qu'il fallait au contraire faire un débat avec des historiens, des sociologues, montrer que toutes les vagues d'immigration, portugais, italiens, juifs d'Afrique du Nord ou juifs de l'Est, toutes ces vagues d'immigration avaient suscité des problèmes. Et elles en suscitent d'autant plus avec des gens qui viennent d'Afrique du Nord et qui ne sont pas de la même religion. Avant, il y avait que les juifs. Et les juifs ne sont pas une religion prosélytiste. Il y a maintenant l'islam. L'islam est une religion prosélytiste. Donc il y a une sorte quand même de choc. Mais il faut le faire de manière pédagogique en expliquant que toutes les vagues d'immigration ont suscité des problèmes, mais que la France a toujours réussi à intégrer. Et il ne faut pas le faire en stigmatisant. S'il y avait un débat sur la question juive et les escroqueries à la bourse, vous vous rendez compte le tollé que ça susciterait? Est-ce que vous pensez vraiment que ça pose que c'est ça le problème? Vous voyez pas qu'il y a un problème dans la société française aujourd'hui? Je viens de le dire. Qu'est-ce que je viens de dire? Voilà pourquoi il n'y a pas de débat sur la question juive. Mais il faut pas faire un débat sur l'islam. Dominique Sopo, j'importe d'une sagesse extraordinaire. Donc... D'accord. Ça m'inquiète. Donc, juste sur la question du débat sur l'islam, qu'il y ait des débats sur les religions, les faits de société, les questions que les gens se posent, très bien, il n'y a pas de problème. Mais le problème qui est posé, en l'occurrence, dans ce débat-là, c'est que, premièrement, la ficelle est un peu grosse, je dois dire, et que ce débat, de toute façon, a été posé n'importe comment, suite aux sorties de Marine Le Pen, sur les prières dans la rue. Donc déjà, c'est mal parti. Le deuxième élément, c'est qu'on est dans une situation où finalement, j'allais dire, c'est très marrant, on prend toute une population de culture arabo-musulmane, parce que par ailleurs, quand on parle de l'islam, qu'entendent les gens, les Arabes, on ne parle pas des Sénégalais, des Maliens ou des gens de ces origines, tout le monde pense les Arabes. Donc c'est une sorte d'euphémisation, en fait on va parler des Arabes.
mais en fait, on prend l'angle de la religion pour en parler. Donc on fait un groupe, sans d'ailleurs leur demander s'ils sont croyants ou pas. Parce que dans le groupe que l'on qualifie de musulmans, d'ailleurs je suis toujours assez frappé des chiffres qui sont sortis, on prend les gens de culture arabo-musulmane et on dit c'est les musulmans. Bon, ce qui est déjà assez étrange en termes de perception des choses. Et là, c'est pas simplement dû, j'allais dire, à ce débat, c'est une tendance dans la société de réduire les gens à une dimension qui serait la religion et de les enfermer ou de les assigner, j'allais dire, à résidence identitaire, si je puis dire. Et donc je trouve que ce débat est très malsain. Quant, j'allais dire, à l'impact que ça pourrait avoir sur le vote Marine Le Pen, je pense que le vote Marine Le Pen renvoie à des choses beaucoup plus profondes, avec des partis républicains de droite ou de gauche d'ailleurs, qui ne jouent pas leur rôle en l'occurrence, puisqu'on est aujourd'hui dans une situation où il y a évidemment la crise financière pour laquelle les partis républicains donnent des explications ou des réponses, j'allais dire, plus qu'angoissantes, parce que de toute façon, finalement, il n'y a pas beaucoup de réponses. On est dans une situation où l'Europe se marginalise au niveau international, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, qui est une tendance extrêmement lourde de l'histoire, en tout cas pour les siècles à venir. Cela n'est pas vraiment dit, cela n'est pas vraiment expliqué. Il n'y a pas de cadre explicatif aux grandes évolutions du monde. Et quand je vois Nicolas Sarkozy qui vient à la télé pour parler des révolutions dans le monde arabe, je vais dire le plus grand bouleversement géopolitique de ces zones depuis la décolonisation, pour dire attention, il va arriver sur nos côtes. Enfin, je veux dire, non, il a ça pas dit crée. ça. Il a dit c'est un printemps. Non, mais il a dit c'est un l'équilibre. Il a dit c'est un printemps. Est-ce qu'il n'est pas légitime au minimum de soulever la question? Je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il n'est pas légitime. Voilà, il y a encore des Libyens qui sont arrivés aujourd'hui à Lampedusa. Il peut y avoir des raisons de s'inquiéter, mais c'est quand même un espoir. Je dis juste que dans l'équilibre du discours, excusez-moi, on était quand même dans quelque chose qui suscitait plutôt Claude Guéant a dit il n'y a pas de vague d'immigration, il n'y a pas de raz-de-marée. C'est terminé. Et je pense que donc, on est dans une situation où il n'y a pas de cadre explicatif qui est donné aux grandes évolutions du monde, que ça crée de l'angoisse. Et lorsque, face à l'angoisse, il n'y a pas d'explication ou de réponses qui sont données, eh bien, on est aussi dans des logiques de bouc émissaire, de repli, qui commencent à rejouer à plein dans les sociétés. Trois questions à Didier Porte avant de nous séparer. La première, c'est est-ce que vous vous censurez ou est-ce que vous vous interdisez un certain nombre de choses? Oui, je suis un être civilisé. Non, est-ce que vous pratiquez de l'autocensure? Est-ce que vous dites ça va blesser? Non. Est-ce que vous dites ça va blesser, je ne l'écris pas ou je ne le dis pas? Bien sûr, j'ai pas de thème tabou en soi, mais un certain nombre de sujets peuvent être traités à des moments et ils ne peuvent pas l'être à d'autres. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une décision, une sorte de code administratif qui nous fixe un cadre dans notre manière de dire des conneries. Il faut qu'on nous laisse les dire comme on... Mais effectivement, tout dépend, et j'ai pas de, voilà, il n'y a pas de thème tabou, mais à tel moment, effectivement, je pourrais pas dire une chose que le lendemain je pourrais dire. Il peut vous arriver de temps en temps de vous dire, là j'ai peut-être tapé un peu trop fort ou je suis allé un peu trop loin? Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on... C'est vrai qu'une fois, j'ai fait un papier sur un... Ça a été un peu plus fort que moi. Il y avait un chef étoilé qui était un peu sarkozyste, donc c'est pour ça peut-être ça m'a énervé. Et j'ai dit à ce chef étoilé qui était venu, qui était invité de l'émission, le dernier qui est passé chez nous, c'était le malheureux Bernard Loiseau, et qui était passé un an avant. Je lui ai dit, le dernier chef triplement étoilé qui est passé chez nous, il en est ressorti plutôt mal puisqu'il est parti, il s'est fait sauter le caisson en sortant et il a inventé une nouvelle recette qui était la cervelle grillée à la bourguignonne, ce qui n'était pas effectivement ce qui était rigolo sur le moment, mais le type, effectivement, il s'était suicidé un an avant. Alors, il y avait du temps qui était passé, donc, mais malgré tout... Vous comprenez que vous pouvez choquer avec ces propos, notamment, vous pouvez faire mal à la famille, aux amis de Bernard Loiseau. J'ai fait un mot, j'ai pas pu résister, et je me suis senti un peu merdeux, effectivement, derrière. Est-ce qu'on peut dire à un humoriste, notamment sur une grande chaîne nationale à un moment, maintenant ça suffit? T'as fait ce que t'as voulu pendant 3 ans, t'as dit toutes les conneries que t'as voulu. En justice, vous avez gagné, je le rappelle. Non, j'ai pas gagné. Est-ce que vous, directeur d'un France Inter ou d'une radio demain, vous ne vous sentiriez pas autorisé à certains moments de dire Didier, ça suffit, arrête. Bien sûr, mais je vais vous faire une confidence. Dans le cas de Stéphane Guillon et de moi-même, lors de mon procès au prud'homme qui aura lieu au mois d'avril, une journaliste éminente parisienne de la presse nationale viendra témoigner
qu'un an avant, c'est-à-dire avant même la nomination des nouveaux directeurs de la station par le président de la République, elle a eu l'information de leur nomination imminente, et sa source qui était à l'Élysée lui a dit en même temps, ça signifie que Guillon et Porte seront virés. C'était plus d'un an avant qu'on soit viré. Ça, effectivement, je trouve pas ça normal. Mais qu'après, un directeur des programmes me vire parce qu'il aime pas ce que je fais, c'est pas la première fois que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé 15 ans auparavant à France Inter, et je trouvais ça tout à fait logique. Dernière chose, est-ce que, pardonnez-moi, laissez-moi dire un mot à non, Elisabeth Lévy, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes moins libre, vous, aujourd'hui, dans ce que vous pouvez exprimer, que ne l'ont été des Coluche ou des Desproges? Non, je crois pas. Je crois que la tendance lourde, le cycle Kondratiev de l'humour est plutôt favorable, et que je pense que Sarkozy, oui, pose un problème parce qu'il est très autoritaire, très brutal et très interventionniste, mais c'est un accident de l'histoire, et je suis convaincu que quand il partira du pouvoir, on arrivera à retrouver des conditions d'expression normales pour faire de l'humour. Bon, alors je défendrai le président de la République une autre fois. Merci Arnaud Klarsfeld. Vous m'avez dit que c'était la fin. De ne pas redonner la parole à Elisabeth Lévy. Je vous rappelle que nous n'avons pas eu de confirmation, mais que, semble-t-il, le colonel Kadhafi a proposé, ce sont en tout cas les propos qui ont été repris en début de la soirée par la chaîne de télévision Al Jazeera, aurait proposé de se retirer avec des garanties, qu'on attend toujours la réponse, notamment de l'opposition libyenne, et que bien entendu vous aurez d'autres informations dans les différentes éditions. On l'attend sur France Inter à la place de Monsieur Porte. Comme comique troupier? Je sais pas. Kadhafi? Un humour assez spécial, mais... Merci à tous de votre présence. C'est un bel hommage. Rapidement, oui, j'en suis pas sûr. Rapidement, les livres de l'émission première et seconde partie. Didier Porte, Insupportable, chronique d'un licenciement bien mérité aux éditions First. Elisabeth Lévy et Robert Ménard, Les Français sont-ils antisémites? C'est aux éditions Mordicus. Cassiopée, donc co-auteur, notre consoeur du Monde, qui était avec nous dans la première partie de l'émission, le feuilleton événement du Monde, paru aux éditions Les Arènes. Elisabeth Guigou, entretien avec Véronique Auger pour une Europe juste aux éditions du Cherche Midi. Le fameux livre très attendu de Nicolas Doménac et Maurice Safran intitulé Off, ce que Nicolas Sarkozy n'aurait jamais dû nous dire, qui paraît mercredi chez Fayard, et l'excellent livre de Bruno Dive, Le dernier Chirac, préface de François Hollande aux éditions Jacob Duvernay. Avant de nous séparer, un dernier merci à Gilles Bornstein qui a préparé nos deux débats, à Tristan Carnet qui vient de réaliser avec toutes ses équipes. Vous retrouvez lundi 14 mars Benoît Duquesne et l'équipe de complément d'enquête pour une émission intitulée Michel Alliot-Marie, l'affaire de trop, c'est avec un point d'interrogation. Nos pensées, bien entendu, à nos amis Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, retenus en Afghanistan depuis 433 jours. Nous pensons aussi à leur famille. Et puis on se retrouve, nous, le 28 mars pour un mot croisé. Bonne fin de soirée avec le dernier journal.